Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Kowloon Generic Romance. Et c'était un épisode particulièrement dense. Il y a énormément de choses dont il faut qu'on discute. Des choses qui donnent du grain à moudre pour les théories. D'autres qui rendent les choses un peu plus difficiles à comprendre, je dirais. Mais ouais, faut qu'on discute un peu de tout ça. Première chose, clairement, Generic Terra n'existait pas à l'époque de, de la Kujira Reiko qui, semblerait-il, est morte. Puisque ça a l'air d'être un projet relativement récent. Et Ebinuma lui-même nous explique à la télévision que c'est pas une question d'avoir un corps parfaitement préservé qui va aider à atteindre l'immortalité, c'est plutôt d'avoir une mémoire en état de fonctionner, globalement. L'épisode commence avec Ebinuma, donc Miyuki, qui rencontre son père, donc ce qui nous avait été promis à la fin du dernier épisode. Et en gros, la rencontre se passe bizarrement. C'est-à-dire que donc du coup, ils discutent un petit peu du projet Generic Terra, du comportement de Miyuki lors de la dernière émission. Et globalement, ce qui en ressort, donc, c'est que le comportement qu'a eu Miyuki ne va pas à son père. Il lui dit qu'il doit se comporter avec la dignité de la personne qu'il est censé être, de ce qu'il représente. Miyuki lui explique également que pour l'instant, il n'a pas de résultats de vrais résultats à lui proposer par rapport à Generic Terra. Et il mentionne pour conclure que apparemment Miyuki a adopté un chien, visiblement. Donc bien évidemment, il se réfère à Gwen. La question c'est, est-ce que son père est au courant de l'existence de Gwen, ou est-ce que, et que du coup c'est juste une appellation méprisante, ou est-ce qu'il n'est pas au courant et il pense réellement qu'il a adopté un chien? À l'heure actuelle, c'est difficile à dire. Donc, suite à ça, Miyuki retrouve Gwen et ils vont passer la nuit ensemble. Donc, on a un aperçu toujours de cette espèce de tatouage qu'il a sur la peau. Et d'après Gwen, ce tatouage, donc en forme de serpent, représente la souffrance et la douleur qu'il a endurée et qu'il porte toujours en lui. Cet épisode va approfondir un petit peu plus les motivations de Miyuki sur le projet Générique Terra. Et visiblement, il semble qu'il ait envie de se venger de son propre père en utilisant Générique Terra pour recréer donc l'enfant qu'il a perdu, mais sans les souvenirs qu'il a promis à son père pour du coup le plonger dans le désespoir le plus profond et tirer profit, de la satisfaction de l'état dans lequel il va se retrouver. Alors, est-ce que c'est là l'unique but de ce projet? C'est encore difficile à déterminer, mais il en parle avec des personnes qui sont au courant de sa situation, visiblement. On rencontre notamment donc le fameux Yulong, dont on avait déjà eu un bref aperçu dans un épisode précédent. Alors, ne me demandez pas de vous dire lequel, je ne sais plus. Mais il avait reçu un appel téléphonique avec le nom de Yulong. À la base, je pensais que ça allait être le personnage de Glenn, mais pas du tout. Visiblement, c'est un personnage donc qui a l'air d'avoir les cheveux blancs, qui a l'air d'être assez fatigué si on en croit les cernes qu'il a l'air d'avoir sous les yeux, qui a l'air d'avoir cette canine assez caractéristique des personnages d'animé, et qui a l'air d'avoir une allure assez débraillée et d'habiter dans un appartement qui a pas l'air foufou, mais avec pas mal d'engins. Ça a l'air d'être lui une des personnes à l'origine et au centre du projet Générique Terra. Donc cet épisode confirme plus ou moins donc l'existence de clones, de copies, quoi que ça veuille réellement dire. Donc qu'on appelle effectivement des zirconiens, que eux en tout cas appellent des zirconiens, donc comme le faux diamant. Je sais plus si c'était le faux diamant.
mais ce dont Yaomé avait déjà parlé par le passé. Et en gros, donc, ce qu'on essaie un peu de nous expliquer, c'est que l'épisode dernier s'était terminé avec Gwen qui est retournée à Kowloon, même si on ne sait pas exactement quand ça se passe. Et en fait, on a eu une vision de Kowloon normale et d'une Kowloon ravagée. Ça a l'air d'avoir vraiment le lien avec la destruction de la ville qui semble avoir eu lieu par le passé. Les personnages ont l'air plus ou moins de le confirmer. Et en gros, il semblerait que certaines personnes soient capables de voir Kowloon restaurée et d'autres non. Par exemple, Miyuki peut voir Kowloon, pas Yulong. Gwen est capable de voir Kowloon, tout comme Kudo, tout comme Reiko, tout comme Yaoe. Donc, voilà, ce qu'ils essaient d'expliquer, ils partent un petit peu sur le délire du ki, donc cette énergie un petit peu qui tourne dans notre environnement, qu'on pourrait appeler du mana, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, c'est cette énergie dont on se sert un petit peu, soit pour augmenter ses capacités, soit pour être capable de communiquer avec la nature, bref, de la magie, globalement. Et en gros, visiblement, donc Kowloon, tout comme Hong Kong, ont l'air d'être des zones avec un ki particulièrement fort, Kowloon plus que le reste. Et la question que je me pose, c'est, on sait qu'il y a eu des tremblements de terre. On n'est pas certain de si ce sont des tremblements de terre naturels ou artificiels. Grosso modo, est-ce que ce sont des machines qui ont détruit Kowloon ou est-ce qu'il y a eu un séisme d'ampleur suffisamment grande pour détruire une partie de la ville? Ce qui, si on part du principe qu'il n'y a pas d'intervention extérieure à l'heure actuelle, peut expliquer du coup les séismes qu'on ressent depuis l'épisode dernier. Là où je veux en venir, c'est que si c'est une zone géologique particulièrement intense, j'avoue, j'ai pas regardé plus en détail ce qu'il en est dans la vraie vie, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une concentration de ki aussi importante à Kowloon. Puisqu'on sait, enfin on sait, les points telluriques, ça fait partie des trucs qui consomment beaucoup d'énergie. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais un petit peu découvert avec le jeu Star Fox Adventures, qui utilise beaucoup le concept de l'énergie tellurique et d'utiliser des ancrages pour empêcher que ça ne fasse imploser la planète globalement. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un concept un petit peu similaire dans cette série. Le truc, donc c'est qu'apparemment, en ayant construit le générique Terra au-dessus de cet endroit, ça aurait résonné avec quelque chose qu'on ne sait pas encore définir, que ce soit Miyuki ou que ce soit Yulong. Les deux scientifiques du truc n'ont pas l'air de vraiment savoir ce que c'est. Et en gros, ça aurait résonné avec certaines personnes qui leur permet de voir Kowloon. On aborde également le cas de Yaoi, qui, on sait, est la fille d'une actrice célèbre qui a fui son ancienne vie, qui a changé d'apparence pour vivre une nouvelle vie à Kowloon. Gwen va d'ailleurs poser la question à Yaoi dans cet épisode-là, depuis combien de temps est-ce qu'elle vit à peu près à Kowloon, et ça semble faire à peu près 6 mois. Or, ce qui en ressort, c'est que Yaoi n'avait aucune connaissance de l'existence de Kowloon avant de fuir son ancienne vie. Ce que ça implique, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des souvenirs de Kowloon pour être capable d'y accéder, puisque ce qu'on nous révèle, c'est que Miyuki et Yulong ont tous les deux grandi à Kowloon. Alors, on fait mention de Kowloon et Kowloon 2, c'est pas exactement précisé si ce sont la même chose ou pas. Mais du coup, pareil, Gwen a passé quelque temps à Kowloon, mais moins que Miyuki et Yulong. Pourtant, Yulong n'est pas capable de voir la nouvelle Kowloon. Donc, voilà, il se passe quelque chose dont on ne sait pas encore trop expliquer. J'espère qu'on aura les réponses par la suite, mais voilà, pour l'instant, même les scientifiques qui sont un petit peu à l'origine de tout ça ne savent pas trop quoi dire. On va également mentionner un employé de Yulong, qui apparemment est là depuis pas très très longtemps, et qui a plein de tenues différentes, qui a l'air d'être un petit peu en uniforme militaire. Donc voilà, on sait pas trop où ils sont, Yulong et Miyuki, à ce moment-là. Mais visiblement, ils sont pas à Kowloon, parce que sinon, Yulong, il serait enfin,
à moins vraiment qu'il y ait des zones qui ont pas été détruites et qui sont encore en suffisamment bon état. Mais j'ai tendance à penser du coup que c'est pas en lien. On rencontre également un docteur, j'ai envie de dire le docteur Young, mais je suis pas sûre du tout, avec lequel Miyuki discute un petit peu. Et donc visiblement ce docteur il est contre le projet Generic Therapy qui sert principalement à Miyuki pour se venger de son père. Et Miyuki va aborder une question très intéressante sur le fait que il demande au docteur s'il serait capable de donner la vie. Puisque ce qu'on découvre dans cet épisode-là, ce qui explique pas mal de choses, c'est que Miyuki, alors je ne sais pas si intersexe c'est forcément le bon terme, puisqu'encore une fois, l'origine, la nature de Miyuki est encore très très floue entre ses yeux et sa langue de serpent, le tatouage de serpent qu'il a dans le dos, les lunettes de serpent qu'il porte, le nom de son père qu'il a récupéré, qui a littéralement serpent dans son nom. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop exactement qu'est-ce que Miyuki, mais visiblement, il a des organes génitaux mâles et femelles. Donc j'imagine que potentiellement, il doit avoir un pénis et un utérus. L'utérus, c'est confirmé. Et donc visiblement, il demande s'il serait capable de tomber enceinte, mais visiblement, c'est pas possible. Il demande si ce serait possible pour lui d'être un réceptacle, quoi que ce soit qu'il entende par là, et le docteur interprète ça comme le fait de lui implanter un embryon directement dans son utérus, mais que visiblement ça ne marcherait pas puisqu'il serait pas capable de se développer. Donc visiblement Miyuki semble être fertile et ça a l'air d'être quelque chose qui le titille un petit peu. Toute la question c'est, est-ce que c'est parce que du coup il est dans sa relation avec Gwen et qu'il potentiellement il aimerait bien avoir un enfant avec lui, ce qui est totalement possible, et pourquoi pas, je pense qu'ils seraient adorables tous les deux en tant que parents. Est-ce que depuis quelque temps, il ressent des symptômes qui pourraient l'amener à croire que potentiellement il pourrait être dans cette situation-là? Et auquel cas ça pourrait être très intéressant parce que parfois, je sais que même pour des femmes biologiques par exemple, c'est déjà arrivé qu'elles reçoivent un diagnostic comme quoi elles sont fertiles, qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants pour plein de raisons différentes, et que potentiellement elles fassent un déni de grossesse ou qu'elles découvrent soudainement qu'elles sont enceintes alors qu'elles pensaient que c'était pas possible. Donc qu'on dise à Miyuki qu'il soit fertile, mais qu'il finisse par avoir un enfant, pour le coup, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc ça a l'air d'être une question qui tient à cœur de Miyuki, peut-être parce qu'il a des problèmes avec son propre père, si c'est bien son père biologique. Ce qui est encore une fois pas certain, puisque donc on voit le père en question, qui a l'air relativement jeune dans sa voix. Dans l'apparence, il fait homme mature de peut-être 40 ou 50 ans. Dans la voix, très sincèrement, j'ai l'impression d'entendre Miyuki. Ce qui, pour le coup, pose tout un tas d'autres questions. Qui est le paternel Ebinuma? Comment sont réellement morts sa femme et son fils? Pourquoi est-ce que Miyuki traîne dans les parages? Est-ce que Miyuki lui-même ne pourrait pas être un clone, d'une certaine façon? Bon, visiblement, ça a l'air d'être lui qui gère le sujet des clones, mais peut-être que ça a été fait avant. C'est très très compliqué à déterminer, mais visiblement, le paternel, ça a pas l'air d'être quelqu'un de particulièrement sympathique. Non pas que Miyuki lui-même soit forcément la personne avec laquelle j'ai envie d'être super pote, mais je sens que ça peut être ce type de personnage qui, quand tu creuses un petit peu, quand tu essayes de voir un peu l'histoire de son point de vue, tu peux te laisser attendrir et tu peux te laisser dire que ouais, le gars a pas eu la vie facile, je comprends pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là, quoi. Donc bon, ça reste à voir sur le long terme, mais voilà, pourquoi pas. De quoi d'autre on a parlé? Donc oui, sa relation avec Gwen, du coup, puisque donc au début de l'épisode, du coup, il a préparé les valises en fait de Gwen et il lui demande de partir. Gwen a l'air de comprendre que c'est par rapport à son père et il a l'air de vouloir que Miyuki le choisisse lui plutôt que son père et potentiellement sa vengeance, de ne pas sacrifier la relation qu'ils ont pour quelque chose qu'il pourrait potentiellement regretter plus tard, on ne sait jamais. Et pour lui prouver ça, il l'embrasse de force, il lui mord même la lèvre. Et du coup, voilà, Miyuki demande à Gwen de partir.
Voilà, et Gwen, du coup, semblerait-il, se retrouve dans son ancien appartement, de ce qu'on en comprend, et commence à trouver un petit peu des petits boulots, dont notamment de travailler en tant que livreur, et sur qui il va tomber? Sur Yaoi. Puisqu'on rappelle qu'elle était en train de préparer plein de petites peluches à l'effigie de Generic Terra, en tout cas de la mascotte, et que, à mon avis, il faudrait peut-être que ce soit livré un jour ou un autre, quoi. Sait-on jamais. Mais voilà, donc les deux se tombent un petit peu dessus par hasard. Yaoi, au début, a un crush total sur lui, mais elle se rend compte, cet abruti va lui donner son vrai nom, donc on découvre qu'il s'appelle Gwen Tao, et du coup, elle se rend compte en fait que c'est très probablement en fait le mec que Reiko cherchait, en fait, le serveur du salon de thé, qui était au courant du coup de sa relation avec Kudo. Et donc du coup, bon bah il peut pas s'échapper, donc ils vont se retrouver à discuter un petit peu tous les trois. Voyant que Reiko affirme clairement son identité, qui elle est, et que les sentiments, par exemple, qu'elle ressent à l'égard de Kudo sont les siens et pas forcément ceux qu'elle aurait hérités de Kujirai, bah du coup, il lui dit: «Ah, tu me la rappelles un petit peu moins. Tu as l'air de devenir un peu plus ta propre personne», ce qui touche forcément beaucoup Reiko. Il lui dit même justement qu'elle a un visage propre à elle-même, ce qui touche beaucoup Reiko, puisque comme elle va le redire à Kudo un peu plus tard, parce qu'il va lui faire la remarque que ses pas de doigts, ses cernes donc sont devenues un peu plus importantes. Elle va lui rappeler ce que lui a dit Miyuki, c'est-à-dire que bah, les rides sur le visage de quelqu'un, ça raconte son histoire, ça raconte son vécu. Donc si elle est née dans ce monde-là sans avoir la moindre marque particulière qui pourrait traduire un vécu passé, petit à petit, dans cette nouvelle vie, elle commence à se forger une existence qui lui est propre, tout comme Yaoi en changeant d'identité. Donc voilà, elle va lui apprendre du coup que Kudo pense que c'est de sa faute, enfin qu'il explique avoir tué du coup Kujirai, ce qui a l'air de surprendre pas mal Gwen et un petit peu de le mettre, de lui faire vachement bizarre. Donc semblerait-il que c'est pas ce qui s'est passé. La théorie qui m'est venue en regardant le début de cet épisode, une théorie à laquelle je n'avais absolument pas pensé jusqu'ici et qui pourtant pourrait faire sens, est-ce que la Reiko de l'époque ne se serait pas donné la mort d'une manière ou d'une autre? Soit ça, soit elle était malade. Je dis ça puisque donc on va avoir un petit flashback entre Gwen, Kudo et la Kujirai de l'époque. Donc un petit peu, Kudo il lui demande si elle aime les poissons rouges puisqu'elle passe toujours son temps à les regarder quand ils vont au salon de thé. Il va lui prêter le deuxième tome de l'affaire du bal, que du coup Reiko voulait récupérer, donc potentiellement il a un exemplaire à lui donner. Je dis ça, je dis rien. Mais que elle ne veut pas lire la suite puisque le livre, comme il lui a été présenté jusqu'ici, lui convient très bien. Elle ne veut pas lire la suite. Et du coup, bon, bah, Kudo, il comprend pas forcément, mais bon, il explique qu'il a une visite à faire. Enfin, il n'a pas une visite à faire, il doit contacter une certaine Xiaomei, parce qu'apparemment, elle voulait chercher un appartement à Kowloon, mais comme la destruction semble avoir été actée, ça y est, ça va être fait, ça va être détruit. Et bah du coup, que ce soit Kujirai ou Kudo, bah, ils attendent de savoir s'ils retournent au Japon tous les deux, de par leur entreprise, ou s'ils vont plutôt aller du côté de Hong Kong, alors que Gwen, de son côté, va plutôt chercher un job à Hong Kong. Donc ils se disent, ah bah ce sera cool, on pourra se revoir et tout. Donc Kudo se barre, ce qui est une chose intéressante, puisque donc il connaissait déjà Xiaomei, qui elle a aussi eu cette espèce de truc un peu bizarre de oui, la dernière fois je voulais pas partir non plus. Donc est-ce qu'elle se réfère à la destruction de Kowloon? Et surtout, elle ressent les séismes, en tout cas elle fait partie des personnages comme Reiko et comme Kudo, ça a l'air un petit peu d'attirer l'attention. Donc est-ce que c'est lié peut-être ou pas, je ne sais pas. Et on ne sait toujours pas du coup ce que représentent vraiment ces séismes. Est-ce que c'est malgré le pouvoir de Generic Terra, la ville qui est en train de s'effondrer sur elle-même, quoi qu'on essaye de faire? Est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Mais Xiaomei, du coup, reste un personnage qu'il faut garder dans le coin, quoi. Et donc, du coup, Kujirai va du coup nous balancer à Gwen l'info suivante, c'est-à-dire que sa vie à elle, visiblement,
son histoire à elle en tout cas, n'aura ni de suite, ni de fin. Donc ça tend à supposer qu'elle savait déjà à l'époque qu'elle allait pas vivre bien vieille. Est-ce qu'elle était juste malade et elle ne l'a pas dit à Kudo, puisqu'il y a la même référence à l'animal de compagnie qui est faite dans cet épisode-là, puisque donc elle va dire qu'elle, elle ne veut pas d'animal de compagnie, sinon on est bloqué, on ne peut pas avancer. Il y a la même métaphore qu'il y avait autour de Miyuki et Gwen. Et ouais, est-ce que du coup elle n'a pas considéré Kudo un petit peu comme son animal de compagnie ou son espèce de petit machin qui allait la bloquer? C'est pas très très clair, mais ouais, visiblement elle semble bien être morte. Tout le monde a l'air de confirmer que c'est le cas. Alors est-ce qu'elle serait juste partie? Potentiellement, sait-on jamais. Mais du coup, est-ce qu'elle n'aurait pas été malade ou qu'elle ne se serait pas donné la mort? Ce qui, dans les deux cas, pourrait pousser Kudo à croire qu'il l'a tuée d'une manière ou d'une autre. En tout cas, avoir ce sentiment de culpabilité. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais le sentiment de culpabilité, ça permet à une personne qui est en deuil de reprendre un petit peu de pouvoir. Alors, de façon très négative et très toxique, en général, mais quand tu ne peux pas blâmer quelque chose de physique, que tu ne peux pas avoir justice pour ce que tu as perdu, il reste plus qu'une personne sur qui retourner toutes ces émotions négatives que tu ressens suite à la perte de cet être proche, c'est la culpabilité. De se dire, bah, j'aurais dû faire ça, si j'avais pu faire ça. Moi, je sais que c'est quelque chose auquel je suis assez familière, puisque bah, j'ai perdu ma mère il y a quelques années. J'ai souvent rêvé de pouvoir remonter le temps, et d'essayer de changer les choses, alors que malheureusement, elle était malade, je pouvais rien faire. J'avais 11 ans quand elle est décédée, j'en avais 7 quand elle est tombée malade. Voilà, ça fait partie des processus que notre cerveau il met en place pour essayer de gérer la douleur de la perte, quoi. Donc bon, je comprends totalement Kudo à ce niveau-là, mais la nature exacte de la mort de Kujirai reste encore mystérieuse, floue. Tout est encore possible pour le coup, mais voilà, comment dire, Gwen a l'air quand même de confirmer que c'est pas, a priori, c'est pas Kudo qui a pris un couteau et qui l'a planté, quoi. Donc c'est déjà ça qui est plutôt tranquille. Yaoi va justement demander quelque chose à Gwen une fois que Reiko est partie. Elle va lui demander de vérifier, puisqu'il parle un petit peu du concept de clone, du concept que lui non plus, il sait pas tout ce qui se passe. Il sait qu'il y a des clones, qu'il y a des doubles, quelque chose comme ça. Mais globalement, elle va lui demander de vérifier si le Kudo actuel est bien l'original. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que peut-être que le Kudo actuel n'est pas l'original. Il a des souvenirs, il a plein de trucs, mais comme on l'a vu, Reiko amnésique de son passé, même du passé de Kujirai, c'est une anomalie. C'est d'ailleurs quelque chose que Yolong a demandé à Miyuki de faire attention, de se concentrer. C'est les anomalies qu'il y a dans le système. Comme ça peut leur permettre d'étayer certaines hypothèses et d'en réfuter d'autres. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, la plus grande anomalie que tu connais pour le moment, de ce que je sache en tout cas, c'est Reiko. La question que je me pose du coup, c'est certes, on pense que Gwen est l'original, celui qu'on a là, il l'affirme lui-même, mais là, l'épisode dernier, c'est quand même terminé par lui qui revient à Kowloon. Et on n'a toujours pas établi si c'était son lui du présent ou un nouveau lui qui était en train d'arriver. Et cet épisode-là pourrait très bien comporter les deux, pour le coup. Donc voilà, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas qui est vraiment l'original et qui est un double, une copie. C'est ça qui est intéressant. Donc, est-ce que Kudo est dans ce cas-là? C'est difficile à savoir puisque bah, il a les souvenirs d'avant, mais on peut pas se baser sur le cas de Reiko pour avoir vraiment une idée globale de ce qui se passe. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux mentionner? Non, je pense avoir plus ou moins avoir fait le tour. Mais voilà, donc il se passe encore beaucoup de choses. Ça a été un épisode vraiment très très dense à regarder et à encaisser parce que il s'est passé du coup. Ah oui, j'ai oublié de parler de la fin. Si j'ai oublié de parler de la fin, c'est dommage. Donc en gros, alors que Reiko du coup elle a piqué des nouilles à Kudo parce qu'elle avait rien mangé le midi puisqu'elle discutait avec Yaoi et Gwen. Du coup, il va lui demander de lui repayer du coup les nouilles qu'il a mangées puisqu'il les gardait de côté. Donc ils vont tous les deux aller un petit peu au supermarché. Et donc du coup, voilà, il va essayer de lui vendre que bah, les nouilles viennent un peu de partout,
donc c'est multiculturel, tout ce que tu veux. Et en fait, elle, du coup, va trouver un livre qui parle de voyage et elle se dit: «Ah, j'aimerais bien visiter d'autres lieux, puisque bah, je connais que Kowloon.» Je demande si Yaoi serait d'accord pour l'accompagner. Et quand elle voit que Kudo réagit un petit peu là-dessus, bah, elle essaye un petit peu de s'expliquer et elle fait ressentir toutes ses insécurités en fait. Elle lui dit: «Bah oui, mais je suis juste le double de ta copine décédée, c'est pas forcément bon pour toi pour faire ton deuil, je suis la seule chose fausse dans ton quotidien.» Elle va aussi parler du fait que, alors que elle essaye d'aller de l'avant en devenant quelqu'un, lui, il reste piégé dans ses souvenirs, dans sa douleur, dans tout ça. Et en fait, bah, il va lui sortir ne pars jamais nulle part, reste avec moi. Sauf que, bah, est-ce qu'il s'adresse à Reiko ou est-ce qu'il s'adresse à Kujirai? Encore une fois, est-ce qu'il est vraiment capable de faire la différence entre les deux? C'est toujours compliqué à... En tout cas, dans certains moments, clairement, il a du mal à faire la part des choses. Donc voilà, et l'épisode va se terminer où il va y avoir de nouveau, alors, un tremblement de terre, mais on ne sait pas si c'est vraiment comme les autres ou pas. Et en gros, alors qu'ils sont en train de sortir, ils voient du coup qu'il y a un bâtiment qui visiblement soit s'est effondré, soit a explosé, soit peut-être un feu, c'est pas très très clair. Mais voilà, ça attire l'attention de tous les passants et du coup, bah, Kudo fonce dans cette direction-là, très probablement pour voir s'il peut faire quelque chose, s'il peut aider quelqu'un, alors que Kujirai reste en retrait. Voilà. Je pense avoir à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire sur l'épisode. Ma review fait déjà 26 minutes. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres éléments que j'aurais pas mentionnés dans les commentaires. Bien évidemment sans spoiler, s'il vous plaît. On reste fair dans les commentaires. Et puis, ouais, un épisode très dense avec beaucoup d'informations, qui relie des points, qui pose d'autres questions. Donc, voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire à part que j'ai vraiment, vraiment, mais alors vraiment très hâte d'être à l'épisode prochain. Je crois que c'est vraiment, bon, c'est une des rares séries où je suis à jour semaine à semaine déjà, que je suis vraiment, c'est tous les samedis, je me mets devant mon épisode, je veux voir la suite. Et ouais, comme Black Butler, encore une fois, je sais ce qui se passe, mais Kowloon, je veux vraiment avoir la suite tout de suite. C'est une torture toutes les semaines de devoir attendre. Mais bon, ça prouve au moins que la série, elle est bonne, au moins pour gérer son mystère. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Et puis bah en attendant, portez-vous bien les gens. Allez, bye.